C'est l'une des chutes les plus effrayantes qu'a connu le cyclisme depuis 10 ans. Partout dans le monde, les images circulent. Devant les postes de télé, tous sont tétanisés par la violence du choc et espèrent que la victime s'en tirera avec le moins de séquelles possible. 23 ans, bientôt 24, néerlandais et membre de l'équipe de Koning Quick-Step, Fabio Jakobsen ne sait pour l'instant rien de tout ça. Dans l'hôpital de Sosnowiec, à quelques kilomètres de Katowice, voilà 5 heures qu'il est entré en salle d'opération et que des paires de mains se démènent pour que le mercredi 5 août 2020 ne devienne pas une nouvelle date noire du cyclisme. Malgré les nombreuses avancées techniques et régulations pour sécuriser le sport de la petite reine, le vélo est dangereux et à vrai dire on ne peut rien y faire. Dans une descente décisive, dans un sprint massif ou en petit comité, l'objectif est toujours le même, être plus rapide que son voisin, sans forcément prendre en compte les risques que cela implique. Être un cycliste peu technique et qui a peur de la vitesse aujourd'hui, peur de frotter, peur de tomber, c'est souvent dire adieu à toutes ses chances de victoire. À moins de sortir du lot physiquement, ça devient même très difficile de faire carrière. Un peloton cycliste aujourd'hui, c'est à peu près 170 coureurs qui ont la hargne et sont prêts à prendre tous les risques pour gagner tant que ça reste dans les limites du raisonnable. Sauf que dans ce peloton, une certaine catégorie de coureurs déroge à ce dernier principe. Des hommes dont le seul objectif est d'atteindre la vitesse maximale dans les 200 derniers mètres d'une course et de la maintenir aussi longtemps qu'ils le peuvent, les sprinteurs. Dans un sprint, la moindre perte de vitesse peut être fatale. Si on a pu remarquer une tendance dans le peloton face au danger, celle de ne freiner qu'en cas d'ultra nécessité, c'est encore pire dans un emballage final, mais en réalité on peut les comprendre. Imaginez que vous êtes un sprinter dans les 500 derniers mètres d'une étape ou d'une classique et qu'un danger s'approche de vous. Si vous continuez tout droit sans ralentir, c'est la collision, la chute. 3 options s'offrent alors à vous. La première, arrêter de pédaler, ce qui va logiquement freiner votre prise de vitesse mais va aussi vous donner plus de temps pour analyser la situation, prendre la bonne décision ou attendre que la porte s'ouvre devant vous, ce qui n'arrivera pas toujours. Alors, si vous avez de la chance et êtes surtout très costaud, vous pourrez reprendre votre effort et espérer vous imposer. La seconde option, c'est de freiner. Malheureusement pour vous dans un sprint, toucher au frein, ça signifie perdre toute chance de résultat, même si c'est souvent le salut qui vous évitera une grave chute. Enfin, la troisième option, forcer, tenter le coup et croiser les doigts en essayant de passer par un trou de souris. Encore une fois, si vous avez de la chance, bravo, votre audace sera sûrement remarquée. Mais si vous n'avez pas de chance et que le trou de souris se referme... Il démarre, il a remonté là, la chute. Oh, ils ont fait n'importe quoi. La chute de Caleb Ewan. La chute de Caleb Ewan qui entraîne Peter Sagan. Chute derrière Matt Pedersen qui a été évité miraculeusement. Au démarre, il y a peut-être la place de passer avec une chute également. Ce sprint est très houleux et Arnaud démarre qui va aller s'imposer. Spectaculaire, le sprint est l'une des disciplines phares du cyclisme. Bien qu'ils soient moins populaires que la montagne, les sprints massifs ont eux aussi leurs arrivées mythiques et toutes ces fusées humaines espèrent un jour lever les bras sur les Champs-Élysées, maillot vert sur le dos. Tous l'espèrent, mais seule une faible partie d'entre eux en a réellement les moyens. Depuis 2000, 3 coureurs l'ont fait. Robbie McEwen en 2002, Mark Cavendish en 2011 et le dernier en date, Sam Bennett en 2020. Quand l'Irlandais triomphe sur les Champs-Élysées, c'est en fait toute une équipe qui l'emporte. L'équipe qui domine depuis des années l'art du sprint, la formation Quick-Step de Patrick Lefevere. Même si ses adversaires peuvent développer autant voire plus de puissance que lui, le sprinter du team Quick-Step a presque toujours plus de chances de gagner parce qu'il compte sur un savoir-faire inimitable et sur des coéquipiers qui le placeront à la perfection. Spécialisée dans le sprint, l'équipe de Lefevere attire et forme forcément les jeunes talents du sprint destinés à devenir de grands champions. À l'amorce de 2020, ce jeune coureur promis un avenir radieux s'appelle Fabio Jakobsen. Avec 16 victoires dont 7 au niveau World Tour en 2018 et 2019, le néerlandais répond largement aux attentes et monte même en puissance avec comme point d'orgue la Vuelta 2019 où il se frotte à certains des cadors de la discipline. Stevon peels off, but on the left-hand side, here you go with Rich Husey. Shoulder to shoulder, Sanders, they're going at it at the line. Who's going to have the sprint? 100 metres to go. It's Jakobsen on the left-hand side. Bennett trying to come around him. Bennett getting closer. Bennett going all the way, but Jakobsen has it. And Fabio Jakobsen alongside Sam Bennett to the line together in Madrid. Il a tout pour s'imposer parmi les meilleurs sprinteurs de la planète. La bonne équipe et le talent, mais sa progression est freinée en 2020 avec la pandémie de Covid-19.
En début de saison, il s'était déjà imposé sur le Tour de la Communauté de Valence et le Tour d'Algarve, mais soit, il attendra haute comme tout le monde pour montrer de quoi il est capable. Du côté de Quick-Step, on tergiverse pour établir le programme de chacun avec un calendrier de course très resserré, mais le choix est fait. Fabio reprendra la compétition sur le Tour de Pologne. Une course par étapes qui offre de belles opportunités de briller aux sprinteurs, mais qui doit surtout se relever après une édition maudite en 2019. Le lundi 5 août, un jour comme un autre, le peloton dévalait les routes polonaises à l'occasion de la 3e étape. Au départ, ils étaient 152. À l'arrivée, 151. Un coureur manque à l'appel, Björg Lambrecht, 22 ans. Victime d'une chute au beau milieu de la journée, il a heurté une structure en béton et perd la vie dans la soirée. Le monde du vélo est en deuil et le Tour de Pologne, déjà connu pour quelques manquements à la sécurité des coureurs, est couvert d'une image funeste. En 2020, les organisateurs ont décidé d'ouvrir le bal sur l'étape 1 avec un final qui revient presque chaque année, celui de Katowice. Véritable classique du Tour de Pologne, cette arrivée est aussi spectaculaire que dangereuse. Oui, les organisateurs se sont dit que c'était une bonne idée pour commencer l'édition 2020 du bon pied que de lancer les sprinteurs dans un final en faux plat descendant avoisinant les 80 km/h. Le peloton entre dans le dernier kilomètre. La Deceuninck Quick-Step n'a pas réussi à s'organiser, mais rien de grave pour l'instant. Fabio Jakobsen pointe en 10-15e position et il a tout le temps de revenir de l'arrière à l'aspiration et avec plus de vitesse. Son coéquipier Florian Sénéchal mène le peloton dans les courbes, s'écarte et c'est parti. L'enfer, la ligne droite finale, le chaos. Who's ready to go? In the middle you can see the world champion as well, 300 meters to go. This is a very, very late one to be launched. And here goes Ackerman on the right hand side now. Ackerman trying to get through and box out with the Philipsen. Through the centre you can see everybody having a go, turns on the right hand side as well. But Groenewegen now hits the front with 50 meters to go. It's Groenewegen up against Jakobsen. Groenewegen, Jakobsen, oh Jakobsen into the bars. Absolutely hellish crash on the finish line as Dylan Groenewegen, we think, just got about across. Oh dear, that looks awful. Tout le monde est sous le choc. Groenewegen a balancé Jakobsen à une vitesse démente. Les barrières ont volé en éclats, l'enfer, le vrai. Fabio Jakobsen est touché, mais pas comme on peut l'être par une petite chute qui vous écartera quelques mois du peloton. Là, le temps défile et chaque seconde peut compter. Florian Sénéchal a vu tout ça de loin. Après son travail en tête de peloton, il s'est relevé et arrive sur les lieux de la chute comme témoin des dégâts de ce qui vient de se passer. Il était là, sur le sol, agonisant, tout ouvert, le visage vraiment ouvert, comme s'il s'était pris une bombe. Et il perdait beaucoup de sang, il s'étouffait dans son sang. Donc je lui ai juste levé la tête pour qu'il puisse un peu reprendre son souffle et éjecter tout le sang qu'il avait dans la gorge. Après, les secours sont arrivés et ils lui ont sauvé la vie. Moi, j'ai juste été là en essayant de l'aider, en appelant de l'aide. Mais je pense que oui, s'il aurait fait la même chute tout seul, sans aide, il serait mort malheureusement. C'est dur à dire, mais je pense que c'était ça. 48 heures de coma artificiel, 130 points de suture, fracture du crâne, visage éclaté, perte de dents, nerfs des cordes vocales cisaillés, poumons perforés. La liste des dégâts est longue et ne fait qu'ajouter encore plus d'horreur à cette affaire, mais l'essentiel est là, Fabio Jakobsen est en vie. En vie, mais personne ne le voit plus remonter sur un vélo et encore moins participer à un sprint après un tel choc qui affecte autant le mental que le physique. Des milliers de personnes qui voient ce retour comme impossible, mais lui, Fabio Jakobsen, ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. 11 avril 2021, retour à la compétition sur le Tour de Turquie, la course de la Renaissance qui a aussi vu Mark Cavendish renouer avec le succès. Fin juillet 2021, il reparticipe à un sprint massif sur l'étape 1 du Tour de Wallonie. Le résultat n'est pas au rendez-vous avec une 21e position, mais c'est sa meilleure place depuis son retour. Surtout, à l'occasion de cette étape, Jakobsen retrouve ses sensations dont il a été privé pendant presque un an. Frotter, prendre des risques, atteindre des vitesses élevées et sentir le souffle de ses adversaires. Oui, il est prêt à rejouer la gagne. 21 juillet 2021, Zolder. Fabio Jakobsen rentre à nouveau dans le top 10 d'une étape. Pas 10e, pas 9e, pas 8e, mais premier à l'arrivée. Une prouesse qu'il réitère même 3 jours plus tard. Personne ne le voyait remonter sur un vélo, il l'a fait. Personne ne le voyait sprinter à nouveau, il l'a fait. On lui aurait donné 1% de chance de regagner un jour et il l'a fait non pas par chance, mais avec la manière. Ironie du sort, 2 des 3 autres étapes de ce Tour de Wallonie ont été remportées par Dylan Groenewegen sans que les deux Néerlandais ne soient jamais proches l'un de l'autre à l'arrivée.
Jakobsen a prouvé qu'il était de retour et il compte bien reprendre les choses là où elles en étaient avant sa chute de 2020. Malgré le traumatisme, son objectif est toujours le même, devenir le meilleur sprinter du monde, partir à la conquête du Tour de France et du maillot vert. Le Tour étant déjà passé, c'est en 2022 qu'il s'attaquera aux routes françaises. Et en attendant, s'il proposait un avant-goût de tout ça sur les sprints de la Vuelta, une course qui lui avait si bien réussi par le passé. Jakobsen still not finished with the day. This is fantastic to the line. It's going to be on the throw between Philipsen and Jakobsen here. I think it went to Philipsen. Avec Sacha Modolo, l'Italien en première position. On s'est retourné avec Arnaud Démare qui va fournir son effort. Arnaud Démare, Magnus Cort Nielsen également. Fabio Jakobsen, Arnaud Démare. Fabio Jakobsen qui va lever les bras. Le revanchard, le banni, lui qui avait chuté lourdement sur le Tour de Pologne. La plus belle victoire. Fabio Jakobsen trouve l'ouverture pour la Deceuninck Quick-Step. Here goes Jakobsen. Jakobsen going straight for the line like an arrow. Dainese is challenging in the middle. Jakobsen takes his second stage win for Deceuninck Quick-Step. Le vert est sur ses épaules à Saint-Jacques-de-Compostelle et 3 étapes ainsi que 2 deuxièmes places sont dans l'escarcelle de Fabio Jakobsen. Surpuissant, il continue d'emporter tout sur son passage. Victoire sur la Goyse Pale, victoire sur l'Eurométropole Tour, pas question de ralentir le rythme en 2022. 2 étapes sur le Tour de la Communauté de Valence, 2 étapes sur le Tour d'Algarve, Kurne-Bruxelles-Kurne, une étape de Paris-Nice, 2 étapes du Tour de Hongrie, l'Efste Den Ronde et une étape sur le Tour de Belgique. Nous sommes en 2022, à quelques jours du grand départ du Tour de France au Danemark et on peut le dire, Fabio Jakobsen est aujourd'hui le meilleur sprinter du monde. C'est parti Laurent pour le 109e Tour de France avec effectivement les favoris du classement général et les meilleurs rouleurs du peloton qui vont s'élancer. C'est la sensation du jour. Yves Lampard, le meilleur temps à l'arrivée pour le Belge. À 400 mètres de l'arrivée, on est dans un faux plat descendant. Maintenant, ça va arriver très vite. Très vite aux 300 mètres avec Jasper Stuyven qui va lancer Mats Pedersen. Attention, Jasper Stuyven, Mats Pedersen qui lance maintenant son sprint. À 200 mètres de l'arrivée avec le maillot vert Wout van Aert. Jakobsen n'est pas là pour l'instant. Jakobsen qui attend dans la roue de Van Aert. Here comes Fabio Jakobsen. Wout van Aert, Pedersen, Jakobsen. The comeback is complete. One of cycling's dramatic stories has a happy ending. À sa manière, il surgit de nulle part dans les 50 derniers mètres, comme une nouvelle marque de fabrique, celle qui font les grands sprinteurs. La joie est immense dans le clan Quick-Step et en plus de tout ça, Jakobsen va revêtir le maillot vert même s'il n'est que 2e au classement à 1 point de Wout van Aert puisque le Belge s'empare du maillot jaune. Sur l'étape 3, Fabio termine 5e avec le maillot vert sur le dos, mais sans avoir pu sprinter comme il l'aurait voulu. Une première déception qui va en réalité en amener tant d'autres. Manque de bol pour Jakobsen, ce tour est terriblement cruel pour les sprinteurs et après cette 3e étape, pas un seul vrai sprint massif avant l'étape 15 à Carcassonne. Après avoir perdu le maillot jaune, Wout van Aert hérite du vert et c'est le début du cauchemar pour Jakobsen. En montagne, il donne tout ce qu'il a et passe très près de finir hors délai. À Péragude, il se sauve pour 17 petites secondes et grâce à l'encouragement de tous ses coéquipiers. L'image est belle, mais Jakobsen est vidé, mort et n'a plus la force pour disputer le moindre sprint. Avec une anecdotique 13e place sur les champs pour en finir, son Tour de France a une drôle de saveur. En même temps, il participe et termine son premier tour après s'être imposé, mais il termine aussi très loin de l'objectif annoncé du maillot vert. Quelques mois plus tard, le championnat d'Europe à Munich se transforme en championnat d'Europe des sprinteurs avec une nouvelle opportunité pour lui briller et d'oublier cette petite déception. Allez, Tim Merlier qui va pouvoir lancer son sprint. Un peu loin, démarre dans la roue de Jakobsen. Tim Merlier alors que Jakobsen a encore un élément. Tim Merlier, Jakobsen qui remonte. Tim Merlier toujours en tête. Jakobsen qui s'impose. Démarre deuxième. Quelle facilité, la victoire de Fabio Jakobsen devant Arnaud Démare. Sauf que malheureusement pour Jakobsen, c'est un peu le dernier coup retentissant de sa carrière jusqu'à maintenant. En 2023, il s'impose une seule fois en World Tour sur une étape de Tirreno Adriatico et à ce jour, c'est sa dernière victoire à ce niveau.
Quittant le cocon Quick-Step pour rejoindre DSM Firmenich, Fabio Jakobsen n'a eu qu'un pauvre succès à se mettre sous la dent cette année, avec une étape du Tour de Turquie 2024 devant Wimas, De Hers et Lonardi. Rien de bien resplendissant. L'image qu'il renvoie aujourd'hui, c'est plus celle d'un sprinter qu'on voit galérer en queue de peloton que celle d'un winner. Et à vrai dire, je trouve ça terriblement injuste. Fabio Jakobsen, c'est un miraculé, un coureur qui ne devrait même pas être là où il en est aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui l'a amené à devenir un sprinter décevant par ses performances, c'est avant tout ses victoires glorieuses qu'il est allé chercher après sa chute. Tout ça parce qu'il a eu le mental de se battre pour revenir au plus haut niveau, pour prouver qu'à 25 ans, sa carrière était loin d'être finie. Quelque chose que personne ne pouvait réaliser à sa place. Alors, même s'il ne gagne plus au plus haut niveau, même s'il ne gagne jamais ce maillot vert dont il rêvait, Fabio Jakobsen est un gagnant parce qu'il a remporté la plus précieuse des victoires, celle de la vie, celle du courage et celle de l'espoir.